Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte, ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici, nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talent extraordinaire ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Lundi dernier, et d'ailleurs peut-être que cette personne se reconnaîtra, lundi dernier je disais au cours de l'apéro conversation de mon club d'italien, je rencontre un des membres pour la première fois. Et il me raconte avoir fait un séjour de 10 jours en Italie, après 3 ou 4 années à étudier la langue, un de ces séjours linguistiques intensifs assez typiques où on loge chez l'habitant, on va à l'école le matin, on fait des visites l'après-midi. Et il me confie avoir eu besoin de 3 semaines pour s'en remettre, tellement c'était intense pour son cerveau, et que je parlais trop vite italien pour qu'il puisse me comprendre vraiment. Or, la personne qu'on reçoit aujourd'hui sur le podcast permet une expérience complètement opposée. Notre invité du jour promet un apprentissage intensif de 40 heures, réalisable sur une semaine, pour parler une langue. Mais à l'inverse du classique séjour que j'évoquais à l'instant, Pascal Dilly, que nous recevons aujourd'hui, utilise un outil, une pratique, qui permet cette intensité, sans les effets secondaires entre guillemets que je viens de mentionner, pour des raisons d'ailleurs qui vous seront données dans quelques minutes. Et cet outil particulier, tu l'as découvert dans le titre de l'épisode. Il s'agit de l'hypnose. Et maintenant que je dis le mot hypnose, avant même que je le prononce en réalité, au moment même où tu as lu le titre de cet épisode, peut-être que l'un des mythes suivants t'est venu à l'esprit. Le premier, que l'hypnose est un état de transe. Deuxièmement, que c'est une pratique qui te fait perdre ton contrôle. En réalité, elle vise à te faire gagner plus de contrôle. Encore une fois, tu le découvriras dans l'interview. Et pour finir, mythe numéro 3, celui qui veut que l'hypnose soit un sous-sujet, un domaine, disons, marginal de la psychologie, alors qu'avec des milliers de recherches effectuées dans des laboratoires qui lui sont dédiés parmi les plus grandes universités, dont Berkeley, Stanford, UCL et d'autres, c'est un sujet majeur de la recherche en neurosciences. Et en France, précisément à Metz, mais aussi maintenant à Paris, depuis plus de 35 ans, Pascal Dilly utilise l'hypnose pour enseigner les langues étrangères, avec une équipe d'hypnothérapeutes comme lui, et de professeurs formés à une méthode bien particulière qui va nous être présentée aujourd'hui. L'hypnose ne permet pas seulement d'apprendre pendant un grand nombre d'heures d'affilée. J'ai choisi cet axe au niveau de l'introduction parce que j'ai été assez marquée par cet échange en début de semaine, en comparaison avec les échanges que j'avais eus avec Pascal Dilly. Mais toi, si au niveau de ton apprentissage des langues, tu te retrouves dans la description des états suivants, que je tire de la brochure même de Langue sous hypnose, la société fondée par notre invité du jour, alors tu trouveras dans l'interview des éléments de réponse. Est-ce que tu es concerné par la fatigue? Est-ce que tes préoccupations sont si importantes qu'il t'est difficile pour toi de te concentrer durant tes cours ou sessions de langue? As-tu la sensation de n'avoir consolidé qu'une infime partie des trop nombreux apports nouveaux que tu as reçus? Constates-tu le fait de n'avoir pas le temps pour reprendre les cours à la maison parce que tu es trop fatigué ou trop occupé? Est-ce que tu notes un oubli rapide des données, des informations qui sont apportées par le formateur? Est-ce que tu remarques une gêne, voire un agacement au moment d'appliquer tes acquis? Est-ce que tu as peur de parler, de faire des erreurs? Est-ce que tu marques un désintérêt pour la langue que tu as étudiée, que tu vois que tu n'as aucune envie particulière de l'utiliser? Voilà, si tu te reconnais dans une et sans doute plusieurs de ces situations, j'espère que cet épisode t'inspirera. Et laisse-moi te dire qu'il aborde l'hypnose d'une autre manière que celle dont j'ai l'habitude. Pour les détenteurs et détentrices du Polyglot Booster notamment, vous savez que j'ai ajouté l'hypnose à l'un des deux outils mindset, disons, du kit, dans l'idée de t'offrir un outil ou des pistes de réflexion pour que tu ne négliges pas la partie émotionnelle d'un apprentissage des langues. Parce que apprendre une langue est un processus éminemment émotionnel, qui nous pousse parfois dans nos retranchements. Comme tous les apprentissages, il nous amène à être dans des situations où on est vulnérable et on a besoin d'un bon mental. Donc moi, je t'avais proposé l'outil hypnose jusqu'à présent comme une petite béquille émotionnelle, on peut dire,
qui t'aident à renforcer ta confiance en toi ou à te détendre. Mais ce n'est pas du tout ce dont il s'agit avec langue sous hypnose, parce qu'on parle ici d'une formation, et non pas d'un seul soutien émotionnel réalisé par des audios génériques d'auto-hypnose comme ce que je pouvais te proposer jusqu'à présent. Langue sous hypnose, c'est une société chez qui on va chercher un enseignement complet, et pas simplement un accompagnement émotionnel, je te le disais. 85% des apprenants qui passent la porte des bureaux de Metz ou Paris viennent pour leur anglais. Mais l'organisme de formation, par ailleurs certifié Calliope, qui peut te permettre de solliciter certains financements et de mobiliser aussi ton CPF, propose plusieurs langues à son catalogue et offre des cours individuels sur mesure, pour un taux de satisfaction qui dépasse les 90%. Et comme tu le sais, la mission que je me suis donnée, c'est de te présenter des techniques, des supports, des organismes, des ressources, des professionnels qui viendront répondre à tes besoins précis pour que tu puisses aller au bout de tes objectifs linguistiques. Au fil des épisodes, déjà, ensemble, on a vu tellement de choses. On a parlé de l'apprentissage naturel en immersion, du neurocoaching en langue, tu as rencontré Johanna qui propose des cours dehors avec des marches en plein air pour t'aider à t'aérer et apprendre en dehors de l'ordinateur. Il y a eu Jessica avec le journaling introspectif, Michel avec le journaling de gratitude pour apprendre l'anglais, Léa avec une méthode en 15 minutes par jour hyper minimaliste mais combien efficace, Jean-Yves Ponce pour la préparation de tes présentations orales, on a vu la traduction bidirectionnelle, tant et tant de choses. Tu as même écouté ma mère qui est une utilisatrice assez instinctive des langues et bientôt on recevra une femme incroyable qui parlera de la dyslexie et de l'apprentissage des langues. Et aujourd'hui, on fait une pause sur l'hypnose et sur l'hypnose en tant qu'outil de formation parce que je crois que ça peut être intéressant pour toi. Alors je te laisse découvrir l'entretien du jour. Bonne écoute. Bonjour Pascal Dilly, ravie de vous avoir sur la Fabrique à Polyglotte avec moi aujourd'hui pour un échange passionnant sur l'hypnose. Mais avant même qu'on rentre dans ce sujet-là, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur vous et surtout sur votre rapport aux langues. Comment vous êtes tombé dans le bain des langues? Qu'est-ce qui vous intéresse au sujet des langues et combien de langues vous parlez aujourd'hui? Comment je suis tombé dans le bain des langues? Moi, je suis psychothérapeute de formation. L'hypnose faisait partie de ma formation de psychothérapeute et d'hypnothérapeute. Et comme beaucoup de Français de mon âge, j'étais un fichu à la sortie de mes études d'aligner 3 mots dans une langue étrangère. Donc j'ai regardé ce que d'autres avaient tenté de faire avec l'hypnose, les vendeurs de miracles, les charlatans et que sais-je. Je me suis entouré à l'époque, on est dans les années 88, d'une équipe de psy comme moi, professeurs, médecins, et on a réfléchi ensemble à comment l'hypnose pouvait trouver une place dans un processus d'apprentissage. Construit cette méthodologie qui a évolué en 35 ans, vous l'imaginez bien. La première chose sur laquelle j'ai envie de rebondir, c'est sur vendeur de miracles. C'est quelque chose qu'on accole aussi à la notion d'hypnose. Qu'est-ce que vous répondriez à tous les sceptiques qui disent « mais l'hypnose, est-ce que c'est pas vendre du miracle parce que j'ai testé l'hypnose pour arrêter la cigarette, ça n'a rien donné ?» L'hypnose, c'est un mode de fonctionnement habituel du cerveau. Vous y passez, j'y passe, on y passe tous, 10, 15, 20 fois par jour, mais de façon involontaire. 2 exemples très simples. Quand vous êtes au cinéma et que le film vous passionne, vous rentrez dans un état hypnotique. Votre esprit est focalisé par ce qui se passe sur l'écran, vous chantez tout le reste, les bruits, les personnes, la notion de temps, tout ça complètement disparu. Vous êtes à ce moment-là dans un état d'hyper-concentration et en même temps d'hyper-réceptivité. Hyper-concentration parce qu'à aucun moment donné vous vous dites « faut que je me concentre ». Vous êtes naturellement absorbé par ce qui se passe. Hyper-réceptivité parce que ce film qui vous passionne, vous le voyez une fois, il y a de fortes chances que vous en souveniez toute votre vie. Voilà un type d'état hypnotique. Quand vous êtes au volant de votre voiture, pour peu que le trajet soit habituel, vous allez rentrer dans un état qu'on appelle de dissociation. Vous pourrez conduire, vous pouvez penser à autre chose, vous pouvez faire 30 km sans vous en apercevoir. Et pourtant, si un danger survient, vous serez en mesure de réagir. Ce qui ne sera pas le cas si vous êtes au téléphone. En fait, ce sont des connexions neuronales un peu particulières qui se mettent en place plusieurs fois dans la journée et qu'on voit avec l'IRM fonctionnel. Donc, ce sont des états purement habituels, normaux du cerveau. La seule chose que l'on va faire, nous, c'est d'entraîner la personne à le recréer volontairement pour l'utiliser. C'est pas l'hypnose qui apprend des langues aux gens, c'est le professeur. Mais dans cet état-là, la personne est dans un état de plus grande réceptivité, ce qui permet d'accélérer les processus. Donc aucun miracle, aucun charlatanisme, simplement des sciences cognitives. Les sciences cognitives. Et avant qu'on aille plus loin dans les sciences cognitives, j'en ai pas fini avec vous. Vous disiez votre parcours initial ou votre métier, c'est d'abord psychothérapeute et hypnothérapeute. Comment vous en êtes arrivé à l'hypnose? Parce que l'hypnose m'intéressait depuis tout petit et donc j'ai fini par m'y former dans les années 80 avec 2 médecins français qui s'appelaient Godin et Malarewitz. Ce sont les 2 psychiatres français qui ont introduit en France les travaux d'Erickson. Erickson qui était un médecin qui pratiquait l'hypnose aux USA. Et comment? Parce que j'essaie de raccrocher les wagons. J'essaie de raccrocher le wagon de l'hypnose et celui des langues.
Comment vous en êtes arrivé à faire la jonction entre les deux, puisque vous êtes Aujourd'hui, il y a des applications, c'est une notion qui est plus évidente pour nous d'associer l'hypnose aux langues, mais au moment où vous l'avez fait, c'était pas évident. Qu'est-ce qui a fait que vous vous soyez dit l'hypnose, je vais pas forcément le traiter dans le cas du régime de la cigarette, mais dans le cas des langues, comment ça s'est passé? C'est quoi? Comment dire, encore une fois, moi j'utilisais l'hypnose dans mon activité de psychothérapeute, donc c'est d'abord un outil psychothérapeutique et médical. Puis bien la pratique a fait, je me suis dit, mais tiens, on pourrait peut-être lever des blocages chez les gens qui ont peur de parler dans des langues, on pourrait peut-être accélérer des processus d'apprentissage. Donc je me suis intéressé aux fonctionnements cérébraux en matière de langue. Comment le cerveau fonctionne quand on apprend une langue, d'abord chez l'enfant, et puis ensuite chez l'adulte, avec tout ce que ça peut supposer. En fait, si vous voulez, parler une langue, c'est entendre un son et reproduire ce son. C'est comme ça qu'on a tous appris notre langue maternelle. On a 2 petites zones dans le cerveau pour ça. Une qui s'appelle l'aire de Wernicke, l'autre l'aire de Broca. La première nous permet d'entendre les sons, les capter, les discriminer, les comprendre, nous en souvenir pour qu'on puisse les réutiliser. La deuxième, via le cortex moteur, nous permet d'activer les muscles de la parole pour qu'on puisse s'exprimer. Chez l'enfant, ça marche très bien. Tous les enfants du monde apprennent leur langue sans même s'en apercevoir. Le problème quand on n'est plus enfant, c'est que les langues n'ont pas toutes la même fréquence. Le français a une bande passante qui fait 1000-2000 Hz, l'anglais 2000-2000, le russe 125-10 000, etc., etc. Et ce qui se passe, c'est que progressivement, de la naissance jusqu'à l'âge de 6-8 ans à peu près, l'oreille va se caler, se fuser sur la fréquence de la langue maternelle. Ce qui fait qu'après cet âge-là, beaucoup de gens ont simplement du mal à entendre quand on leur parle. Donc tout le travail qu'on doit faire, c'est déjà de rééduquer l'oreille pour que la personne puisse t'entendre. L'appareil phonatoire, quant à lui, donc nos 2 cordes vocales, les muscles de la bouche, de la langue, tout ça se fiche vers 10-12 ans. C'est facile à comprendre avec tous les gens qui travaillent avec nous. Certains professeurs s'expriment en français sans accent, d'autres ont conservé leur accent de langue maternelle. Ça dépend simplement de l'âge auquel ils ont appris le français. Donc voilà, on va partir de ces fonctionnements cérébraux pour se dire comment va-t-on faire pour accélérer les processus d'apprentissage. Accélérer le processus d'apprentissage. J'imagine qu'il y a d'autres raisons qui amènent à l'hypnose, parce que ça reste quand même assez exotique et assez spécifique que de te diriger vers cet outil-là quand on veut apprendre des langues. Est-ce que c'est uniquement pour apprendre plus vite? Quels sont les besoins des personnes qui se tournent vers vous? Les gens qui viennent nous voir, il y a tous les cas de figure. On a des gens qui ont tout essayé avant, avec à chaque fois des situations d'échec. On a des gens qui ont besoin d'apprendre très rapidement une langue. Schématiquement, on a 3 types de clients. Il nous arrive quelquefois en période d'examen d'avoir des étudiants qui d'un seul coup se disent que s'ils parlaient un petit peu mieux la langue qu'ils ont essayé d'apprendre pendant des années, ça leur servirait dans leurs examens. À l'opposé, on a quelquefois des gens qui sont retraités et qui soit voyagent, soit vont s'expatrier et ont besoin d'apprendre la langue du pays dans lequel ils vont aller. La grosse majorité, très grosse majorité, sont des gens d'entreprise, soit salariés, soit chefs d'entreprise, qui ont besoin professionnellement de parler une autre langue que le français. On a 4 dimensions dans l'apprentissage des langues, la compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale, l'expression écrite. De ce que vous me dites, j'ai l'impression que ça intervient surtout dans la dimension de compréhension orale et peut-être d'expression orale, ou est-ce que ça peut aussi nous aider à débloquer certaines problématiques qu'on pourrait avoir avec l'écrit? Les gens qui viennent nous voir viennent apprendre à parler. Alors, dans les langues européennes, l'écrit va être induit, puisque forcément, on a créé des textes qu'on va utiliser, donc des supports écrits. Mais encore une fois, les gens qui viennent nous voir viennent apprendre à parler. Une langue, c'est d'abord un objet de communication orale, ce que nous sommes en train de faire tous les deux. Vous me parlez, je vous entends, je vous comprends, et vice-versa, quoi. J'entends. Est-ce qu'il faut aller mal pour avoir besoin de l'hypnose? Est-ce qu'il faut une difficulté émotionnelle? Non, il n'y a pas besoin d'aller mal pour faire appel à l'hypnose. Dans un domaine thérapeutique, oui, bien sûr, probablement, puisque un certain nombre de personnes vont suivre une thérapie sous hypnose parce qu'on sait que dans beaucoup de pathologies, ça va être une aide intéressante. Dans le domaine de l'apprentissage des langues, non. Les gens qui viennent nous voir, soit connaissent des gens qui sont déjà venus chez nous et qui ont vu les résultats, soit qui se sont intéressés à notre méthodologie, qui ont vu notre site ou les différentes émissions de radio, de télé qu'on a pu faire. Mais il n'y a pas besoin d'aller mal pour apprendre une langue. C'est qu'on associe souvent le mot hypnose à la thérapie, et la thérapie au fait d'avoir une difficulté émotionnelle X ou Y. Oui, ça c'est vrai. Bon, et beaucoup de gens ont des blocages en matière d'apprentissage des langues, peur de parler, peur de ne pas avoir le bon accent, peur de faire des erreurs. Bon, c'est là aussi que l'hypnose va intervenir pour lever tous ces blocages. Et une autre chose particulière à votre méthodologie, c'est la durée de temps. Une promesse de résultats en 40 heures. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre méthode de ce point de vue-là? C'est pas une promesse, encore une fois, des fonctionnements purement physiologiques. C'est purement mécanique, l'apprentissage d'une langue. Ce sont des connexions neuronales qui se mettent en place. La petite aire de Wernicke dont je vous ai parlé tout à l'heure, il lui faut entre 30 secondes et une minute par mot, par expression nouvelle, entre le moment où on va entendre, décrypter, comprendre, mais surtout s'en souvenir pour être en mesure de le réutiliser.
Donc c'est tout ça qu'on va respecter pour que la personne, au bout des 40 heures, soit autonome. Alors bien sûr, le niveau d'autonomie va dépendre de plusieurs paramètres. Le premier de ces paramètres, c'est bien entendu les prérequis que la personne a dans la langue ou pas. Mais c'est également les éventuelles autres langues que la personne peut parler. Une personne qui parle d'autres langues va avoir une oreille habituée à entendre des fréquences autres que la fréquence du français, avoir un cerveau qui est habitué à switcher d'une langue sur l'autre, donc tout ça, ça va être aussi important. Après, ce qu'on va prendre en compte, c'est comment on va étaler ces 40 heures. La personne est parfaitement débutante, ces 40 heures, on ne va pas lui conseiller de le faire en intensif. Sauf quand ils viennent de l'autre bout de la planète, ce qui nous arrive quelquefois. Mais on va les étaler sur 1 mois et demi, 2 mois, toujours pour que ces fameuses connexions neuronales aient le temps de se mettre en place. En revanche, si les prérequis sont intéressants, là, on peut imaginer de faire quelque chose d'intensif. On a pas mal de gens qui font 40 heures en une semaine. Comment vous expliquez que ce soit possible? Parce que moi, en tant qu'élève et même professeur, au bout d'1 heure, on est fatigué de parler une autre langue. Et parce que les 2 tiers du temps, la personne va être sous hypnose. Comment ça fonctionne? On a, au début du processus, un temps de préparation sous hypnose d'1 heure et demie pour entraîner la personne à l'hypnose, pour qu'elle puisse bien se connaître dans cet état-là, en le recréant volontairement. On va conduire ces séances avec un fond musical, type musique de relaxation qu'on a créé, et dont la fréquence est calée sur la fréquence de la langue que la personne veut apprendre. Et on va l'entraîner à ce qu'on appelle l'induction. Ce sont des indications préenregistrées qui vont lui permettre ensuite de recréer l'état hypnotique. Donc pendant 1 heure et demie, on va préparer le terrain en quelque sorte. Ça, c'est une fois pour toutes. Ensuite, les professeurs vont prendre le relais, toujours en individuel. Ils vont donc utiliser cette induction préenregistrée et on va découper les cours en périodes de 20 minutes. 20 minutes sous hypnose, 20 minutes sans hypnose, 20 minutes sous hypnose, avec des choses très précises dans ces diverses 20 minutes, qui s'adressent aux différentes zones du cerveau concernées par le langage. Donc les 2 tiers du temps, la personne est sous hypnose, elle fait la sieste en quelque sorte. Et en fonction de ce qui se passe, soit on donne des consignes particulières au professeur, soit on retravaille sous hypnose, soit on adapte le schéma, ça on ne le sait pas au départ. Est-ce que quand on est sous hypnose, si je suis sous hypnose, est-ce que je perds ma volonté? Non, on est tout le temps conscient sous hypnose. Alors, pour se débarrasser des idées préconçues, on ne dort pas sous hypnose. On n'est pas inconscient sous hypnose, on est au contraire dans un état d'hyperconscience. On ne nous fait pas faire n'importe quoi sous hypnose. Même quand on réalise une opération chirurgicale sous hypnose, l'hôpital de Liège en Belgique, on fait à peu près 800 par an, même là les gens sont parfaitement conscients. Et quand Mesmer fait ses spectacles ou ses émissions de télé, Mesmer est un psy comme moi, d'ailleurs dans ses spectacles il l'explique, si les gens font ce qu'ils demandent, c'est qu'ils sont d'accord avec ou qu'ils n'ont qu'une raison majeure de s'y opposer. S'ils ne sont pas d'accord, ils ne vont pas faire. Est-ce que l'hypnose, est-ce qu'il y a une dimension de foi ou de croyance où il faut adhérer mentalement à cela pour que ça fonctionne? Non, puisque vous y passez 20 fois par jour, quelle que soit votre croyance religieuse ou pas d'ailleurs. C'est un mode de fonctionnement purement physiologique, l'hypnose. Vous passez 20 fois par jour dans un état hypnotique sans le savoir. Non, je parlais pas forcément de religion, mais de foi ou de croire que oui, ça fonctionne pour moi, mais j'entends. Ça fonctionne pour tout le monde. Ça fonctionne pour tout le monde. Ce qui est différent d'une personne à l'autre, c'est le temps nécessaire pour reproduire volontairement ce type d'état, qui peut aller de quelques secondes à plusieurs minutes. Là, dans ce qu'on fait, on prend 1 heure et demie de préparation, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et comment on peut expliquer qu'en 1 heure et demie, on puisse débloquer ou retirer des blocages de plusieurs années? Oui, c'est dans la préparation et dans les premières heures qui vont suivre, mais il n'y a pas de corrélation entre je dirais, la durée d'une difficulté ou d'une pathologie et la durée de la guérison, si on doit parler de guérison en matière de psychothérapie. Je peux vous donner un exemple. Imaginons que vous ayez mal aux dents. Vous avez un mal de dents épouvantable. On est vendredi soir, vous habitez en pleine campagne, votre voiture en panne, personne ne peut vous amener chez le dentiste du coin. Donc pendant 48 heures, ça va être terrible puisque c'est vraiment atroce le mal de dents. Et le lundi matin, on va vous conduire chez le dentiste qui, en quelques minutes, va vous soulager. Vous aurez souffert pendant 48 ou 72 heures et en quelques minutes, vous aurez été soulagé. Donc il n'y a pas de corrélation. On peut se promener avec des craintes et des blocages en matière de langue depuis des années et puis s'apercevoir d'un seul coup que tiens, c'est faisable. Je peux vous donner un exemple. J'en ai des dizaines et des dizaines, voire des centaines. Il y en a un qui me vient à l'esprit tout de suite. Là, c'est un monsieur qui est venu nous voir pour apprendre l'anglais. Son épouse était parfaitement bilingue français-anglais, lui avait un énorme complexe par rapport à cela. Il avait essayé d'apprendre l'anglais pendant des années, sans problème, sans réussite, avec tous les blocages que ça pouvait supposer. On offre ce qu'on appelle des séances découvertes. Ça dure une petite heure, les gens viennent nous voir, on leur explique la méthode, on fait une séance d'hypnose et un petit cours pour qu'ils puissent comprendre comment ça fonctionne. Et c'est moi qui avais travaillé avec cette personne sur cette séance découverte, et
dans la séance d'hypnose, il y a un moment donné où je lui ai suggéré de me parler en anglais. Je vous raccourcis le truc, c'est un peu plus complexe que ça, mais dont acte. Et il s'est mis à parler en anglais. Chose qu'il pensait être incapable de faire. Au bout de l'heure, il était en pleurs tellement il était ému et content de ce qui s'était passé. Ce qui fait qu'en 40 heures, vous imaginez que les progrès ont été assez fabuleux, quoi. Et c'est la même chose pour la prononciation? Est-ce que ça se fait progressivement au fil des 40 heures Ça, je dirais, c'est le fantasme français. Je vous expliquais que l'appareil phonatoire est bloqué vers l'âge de 10-12 ans à peu près. Okay, donc vouloir absolument corriger un accent, moi je veux bien, mais bon, ça relève plus de l'orthophonie qu'autre chose, puisque c'est physiologique, encore une fois. Quand un étranger nous parle avec son accent de langue maternelle, on s'en fiche, quoi. L'important, c'est qu'on le comprenne, et vice-versa. Notre problème français, c'est qu'on veut absolument que les gens soient parfaits. Je vais vous donner un exemple aussi sonore qui me vient en tête, d'une personne qui était cadre dans la sidérurgie et qui avait 3 objectifs. Elle voulait être fluente, bien entendu en anglais, elle voulait acquérir du vocabulaire sidérurgique, et elle voulait avoir un bon accent. Alors déjà, le français, elle le parlait avec un accent très moseleste, vous voyez ce que ça peut donner, presque alsacien, comme ça. Et un jour, je lui ai dit, mais en fait, quel type d'accent anglais souhaitez-vous? Londres, Glasgow, Édimbourg, dites-nous qu'on vous trouve les accents, les professeurs correspondants. Elle avait voulu qu'on l'enregistre au départ et à la fin. À la fin, elle était complètement fluente, ça veut dire elle avait tout le vocabulaire sidérurgique qu'elle souhaitait, elle avait toujours le même accent, mais elle n'en avait plus rien à cirer. Mais si je vous posais la question, c'est parce qu'effectivement, il y a cette habitude qui est peut-être européenne plus que française de vouloir ou de juger à l'accent. Mais je me demandais si le fait qu'on travaille l'oreille et notre capacité à reconnaître des mots, on élargit un peu notre capacité de compréhension, est-ce que ça avait un impact sur notre prononciation ou pas? Ça va en avoir, mais encore une fois, vous avez bien compris que c'est des zones différentes. L'écoute, c'est l'aire de Wernicke, l'expression, c'est l'aire de Broca. Les deux sont reliés via le cortex moteur, voilà ce qu'on appelle un faisceau arqué. Donc, encore une fois, on peut corriger un accent, mais c'est un travail beaucoup plus fastidieux. Et est-ce qu'il y a un rapport entre l'écoute de la musique et la langue? Pas forcément. On a des gens qui sont d'excellents musiciens qui viennent nous dire, j'entends pas, parce que c'est pas forcément les mêmes fréquences. C'est une histoire de fréquence. On a une personne qui travaille avec nous qui est d'origine russe. La langue russe a une bande passante très très large. Elle entend parfaitement toutes les autres langues. Ça ne veut pas dire qu'elle les comprend, mais elle les entend bien. Parce qu'un francophone aura plus de difficultés puisque son oreille va être bloquée sur du 1000-2000 Hz. Une autre difficulté commune à laquelle tous les polyglottes que je connais sont confrontés, c'est celle de confondre les langues, y compris l'anglais et l'espagnol, pas forcément même que les langues d'une même famille. Est-ce que l'hypnose peut intervenir dans ces cas-là? Non, parce que on a soit des trous de mémoire, soit de temps en temps, effectivement, quand on parle plusieurs langues, le mot nous vient dans une langue et pas dans la bonne, pas au moment où on voudrait. Quand je passe de l'anglais à l'allemand, des fois, je sais plus si le mot que j'ai utilisé, c'était un mot anglais ou un mot allemand. Parce qu'il va y avoir des consonances qui sont très proches. Après, si on est fatigué, si on l'est pas, tous ces éléments rentrent en ligne de compte. Mais dès que vous rentrez dans que vous êtes baigné dans la langue avec soit une personne, soit dans un endroit, au bout d'un moment, on se connecte complètement là-dessus. Maintenant que vous avez un recul de plus de 35 ans, est-ce qu'il y a des choses que vous avez modifiées, des méthodes que vous avez changées, des choses qui ont changé au niveau des gens qui viennent vous voir? Qu'est-ce que vous avez observé au cours de ces décennies? Oui, bien sûr. On a adapté la pédagogie, on a créé. L'objectif, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des états réflexes chez la personne. C'est-à-dire le moment où elle passe plus par la traduction pour comprendre ou parler. Donc oui, on a beaucoup évolué sur ces sujets-là et sur tous les exercices qu'on propose pour mettre en place effectivement ces états réflexes. On a évolué aussi dans la formation des professeurs, ils soient le mieux formés possible, à la fois sur l'ensemble de ces sujets. Et une autre question qui est importante, je pense, de traiter et d'expliquer en fait la différence entre l'auto-hypnose et l'hypnose dans un cabinet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si je tape hypnose en Google, je vais avoir des centaines de milliers de vidéos d'auto-hypnose à écouter le soir et je vais peut-être pas comprendre la différence entre, si j'ai identifié que c'était le stress, mettons, qui joue sur mon apprentissage, la différence entre le fait d'écouter la première vidéo YouTube sur laquelle je tombe sur hypnose anti-stress et le fait de faire la démarche d'aller dans un cabinet. La différence, elle est très simple, c'est que dans un premier cas de figure, c'est quelque chose de très générique qu'on vous propose. Dans l'autre cas, vous êtes sur un suivi complètement individualisé. Vous savez, moi j'ai créé dans les années 2010 des cours de langue sous hypnose en téléchargement. Sur notre site internet, vous trouvez des cours de langue tout est préenregistré, il y a de l'animation graphique, du film et autres. Ce sont des cours sous hypnose. Parce que je pensais qu'il fallait être présent sur le net à ce moment-là, mais je suis le premier à penser qu'on n'apprend pas une langue avec un ordinateur. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu l'individualisation?
qu'est-ce qui va faire que je vais avoir quelque chose de vraiment personnalisé? Parce qu'on va prendre le temps de discuter avec la personne quand elle vient nous voir. On va prendre le temps, on va aussi lui expliquer. Il y a beaucoup de fantasmes sur l'apprentissage d'une langue. L'important, c'est de rassurer la personne. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en disant, vous savez, je suis nul en langue. Je leur dis, pourtant, vous parlez bien français. Vous voyez ? Donc personne n'est nul en langue. Après, c'est de montrer à la personne que peut-être elle a suivi une pédagogie qui n'était pas la bonne, peut-être elle n'a pas entendu suffisamment d'autres langues, d'autres fréquences. Donc on va la rassurer en expliquant que c'est purement mécanique. Il faut que ça se mette en place. Et donc tout ce qu'on va faire va concourir à ça. Pour être plus précis, donc une fois qu'on démarre le processus, après le temps de préparation sous hypnose d'1h30, j'ai dit qu'on découpe les cours en période de 20 minutes. Les 20 premières minutes, la personne est sous hypnose. On va lui lire un texte très lentement, de telle sorte que son oreille soit en mesure de bien discriminer tous les mots de la langue. On va la faire répéter 2 fois pour vérifier ce qu'elle a entendu. À ce stade, qu'elle comprenne ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elle a entendu. Dans un deuxième temps de 20 minutes, il n'y a pas d'hypnose. On va montrer le texte à l'élève, il sera traduit, et on va tout de suite commencer à le faire parler, cette personne, à partir d'exercices que l'on a créés, pour mettre en place ces fameux états réflexes dont je vous ai parlé. Dans un troisième temps de 20 minutes, la personne est de nouveau sous hypnose. On va lui relire le même texte lentement et en accélérant jusqu'à vitesse normale, en la faisant répéter systématiquement. À la fois pour ancrer les états réflexes et lui permettre de comprendre et de parler à vitesse normale. On va enregistrer en direct ces 20 dernières minutes. Le professeur s'enregistre pour que la personne puisse réécouter et continuer à activer les processus cérébraux liés au langage. L'heure d'après, on recommence sur le même schéma et ainsi de suite. Et puis, en fonction de ce qui se passe, soit on redonne des consignes particulières au professeur, soit on adapte le schéma, soit on retravaille sous hypnose. Encore une fois, on ne le sait pas au départ. J'arrive au cabinet langue sous hypnose. Je viens, je fais mon travail intensif de 40 heures. Et après ces 40 heures, est-ce que j'ai encore besoin d'étudier ou est-ce que ce pourquoi je suis venue, c'est bon? Et je peux, par exemple, utiliser mettons l'anglais dans mon travail, ou j'ai besoin de continuer à travailler ensuite. Dans tous les cas, on va vous demander, vous conseiller de réécouter. Réécouter ce qu'on a enregistré. Ça prend 15-20 minutes par jour, pas plus. Plutôt le soir avant de s'endormir. Le cerveau retravaille des informations pendant les nuits. Et on va demander à l'élève d'écouter un texte par jour, pas plus. Avec le texte sous les yeux, sans le texte, avec le texte, sans le texte, jusqu'au moment où il n'a plus besoin du support visuel et qu'il entend tout et qu'il comprend tout aussi parfaitement qu'en français. Ça veut dire à ce moment-là que les connexions neuronales sont en place. Une fois qu'elles sont en place, elles sont en place. Une fois qu'on sait faire du vélo, on sait toujours faire du vélo. Alors ça, par contre, il faut absolument que l'élève le fasse, puisque le cerveau est un organe extraordinaire, mais extrêmement fainéant. C'est-à-dire que si on l'alimente pas, nada, il se passe rien, quoi. Et on a conçu des textes avec une progression pédagogique qui ne sont que des supports. Les textes sont très très courts. Un peu comme un musicien qui fait des gammes ou un sportif qui va répéter 300 fois le même geste. Il faut à un moment donné que ça se mette en place. Et oui, d'où la notion de répétition. Pour lever encore les derniers doutes de ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas encore bien si l'hypnose est fait pour eux, qu'est-ce que vous auriez envie de rajouter ou de préciser ou de souligner? Le mieux, et c'est pour ça que l'on offre ça, c'est que les gens viennent essayer, c'est gratuit, on offre ces fameuses séances découvertes, ça dure une petite heure. Alors il faut se déplacer dans nos bureaux, bien entendu, mais sous Paris. On explique la méthodologie, on fait une séance d'hypnose et un petit coup pour que la personne comprenne à la fois comment ça fonctionne et si ça lui convient. Merci, Monsieur Dilly, pour tous ces éclairages sur l'hypnose et à bientôt sur la Fabrique à Polyglotte. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi? Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste. Et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère. Mais surtout, reste curieuse, reste curieux.